Aujourd'hui, je vous invite à me suivre au Cambodge, sur les traces d'une civilisation dont pendant des siècles on ne soupçonnait pas l'existence, dans un lieu plein de mythes et de légendes. Quand on découvrit à Angkor Wat que la jungle avait dérobé à nos yeux pendant plus de 400 ans, le monde fut émerveillé. Son architecture majestueuse et complexe ne pouvait qu'être l'œuvre d'une civilisation très évoluée. Mais qu'est-elle devenue? Pourquoi ces temples ont-ils soudainement été désertés par ses habitants et laissés à l'abandon dans la jungle? Pour percer le mystère de l'Empire Khmer disparu, j'escaladerai le temple le plus célèbre du Cambodge. J'apprendrai les secrets du Bokator, l'art martial khmer récemment redécouvert, et je survolerai la région pour découvrir pour quelle raison, alors qu'elle était à son apogée, cette civilisation a soudainement disparu. J'ai l'impression d'être dans Magnum. À la recherche de la vérité, je ne reculerai devant rien. Bonjour, je m'appelle Hunter Ellis et je suis venu au Cambodge pour percer le mystère qui aujourd'hui encore entoure la civilisation qui s'épanouissait ici il y a plus de 800 ans, l'Empire Khmer. Angkor, la capitale de cet empire, a disparu il y a bien longtemps. Mais les temples que cette puissante civilisation avait bâtis existent toujours et sont parmi les plus grandes merveilles du monde. Je suis impatient de voir ça. L'Empire Khmer domina l'Asie du Sud-Est de l'an 800 à 1432 après Jésus-Christ. À son apogée, l'Empire s'étendait du Vietnam jusqu'au golfe du Bengale et au nord, il allait jusqu'au sud-ouest de la Chine. Mais malgré sa puissance et ses richesses, l'Empire Khmer connut le déclin. Ses terres et ses temples furent laissés à l'abandon. Et je suis ici pour en découvrir la raison. Pour cette mission, on m'a conseillé de commencer mes recherches à Angkor Wat et de rencontrer une personne en priorité. Son nom est Simon Varak. C'est l'un des plus grands experts au monde en histoire de la maçonnerie. Il paraît qu'il est difficile à trouver. Il est anglais, vit en Italie, travaille avec des collaborateurs allemands et passe le plus clair de son temps ici au Cambodge. Il m'a d'ailleurs donné rendez-vous à son bureau. Eh bien voilà son bureau. Essayons de le retrouver. Le plus célèbre temple du Cambodge, Angkor Wat, est en réalité un site gigantesque. Quand vous pensez être enfin arrivé au temple principal, vous réalisez que vous êtes seulement en train de passer la porte d'entrée de l'enceinte extérieure. Cet endroit est vraiment incroyable. En approchant, tout ce qu'on voit, c'est ce bâtiment qui sert d'entrée. Et d'un seul coup, vous découvrez devant vos yeux le temple principal à presque 400 mètres de là. D'après ce qu'on m'a dit, Angkor Wat signifie littéralement le temple de la cité. En effet, jadis, le temple était au cœur de la capitale, mais depuis, le paysage citadin qui l'entourait a disparu. Simon travaille pour le GACP, un programme allemand pour la conservation du site. Leur mission est de préserver ce joyau cambodgien des ravages du temps, des intempéries et de la main de l'homme. J'espère que Simon pourra m'aider à comprendre comment un tel chef-d'œuvre de l'architecture a pu être bâti pour être ensuite délaissé. Apparemment, Angkor Wat est le plus grand monument religieux du monde. Une telle affirmation a de quoi vous surprendre, mais il suffit de le voir pour le croire. La visite du site demande de l'endurance. On gravit, puis redescend sans cesse des marches qui mènent sur des terrasses situées à différents niveaux. Je suis enfin au cœur du temple. Reste encore à atteindre le sommet. Originellement, seuls les prêtres gravissaient ces marches. Et leur pente était volontairement raide pour représenter la difficulté de parvenir au royaume des dieux. Simon! Bonjour. Vous allez bien? Oui, venez monter. Tout là-haut? Juste là, je vous retrouve en bas de l'échafaudage. D'accord. Vous imaginez faire ça pour aller au travail tous les matins? Bonjour Simon. Content de vous voir. Faut être persévérant pour arriver jusqu'à vous. Oui, mais ça vaut le coup. J'arrive pas à croire que c'est votre bureau. Angkor Wat. Le plus grand monument religieux du monde. L'ampleur de ce site est vraiment difficile à saisir. Angkor Wat fait 65 mètres de haut. Pour vous donner une idée, c'est environ la même hauteur que celle de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et sa structure comporte autant de pierres que la pyramide de Khéops. Combien de temps ça a pris pour construire tout ça? Aussi incroyable que ça puisse paraître, il n'a fallu que 32 ans. Il nous faudrait bien plus de 30 ans aujourd'hui pour bâtir un tel monument. Ça, c'est sûr. Si on compare avec la construction en Europe, par exemple, des cathédrales qui sont souvent beaucoup plus petites, il leur a fallu 300 ou 400 ans pour les bâtir.
Donc 10 fois plus de temps que pour ce site. Oui, et il y a plus de pierres ici. Simon m'explique qu'il a dû falloir 50 000 ouvriers pour la construction de ce temple extraordinaire. Le site est entouré de douves de 6,5 km de long et il est couronné de 5 immenses tours. Mais la véritable puissance d'Angkor Wat ne se mesure pas à l'aune de ses dimensions. Je viens ici depuis 1994. Et chaque fois, je découvre quelque chose de nouveau, de différent. C'est un endroit si riche et si complexe. Pratiquement chaque surface du temple est recouverte de gravures d'une grande beauté. Étrangement, elle raconte des histoires tirées d'une croyance venant de l'Inde qui se trouve très loin au-delà des mers. Vous voyez comme ces gravures sont sophistiquées. Toutes ces histoires sont tirées de la mythologie hindoue. Et comment la croyance hindoue est arrivée en Asie du Sud-Est alors qu'on est à plus de 3000 km de l'Inde? En fait, cela s'explique par l'arrivée de marchands indiens qui, grâce au vent de la mousson, naviguaient jusqu'au delta du Mékong. Devant patienter que les vents de la mousson leur soient favorables pour rentrer chez eux, ils remontaient les rivières, transmettant ainsi leur religion, leur art, leur architecture au peuple qui se trouvait là. Comme la population était illettrée, la communauté religieuse devait trouver un moyen de communiquer avec eux. C'est pour cela qu'ils utilisaient des images gravées sur les murs. Quel genre d'histoire racontent ces gravures? Cette histoire est très intéressante puisqu'on la retrouve sur de nombreux édifices religieux dans le monde. Il s'agit du jugement dernier. J'ai remarqué que les visages de certains personnages ont été détruits. Ce personnage est particulièrement impopulaire. C'est lui qui exécute le jugement dernier. Il est en quelque sorte le gardien de prison qui dit si vous devez aller en enfer. Là en bas, ça n'a pas l'air très agréable. C'est l'enfer. Il en existe 32 sortes différentes. C'était une superstition? Les gens venaient ici et détruisaient les visages des démons? Oui, dès qu'un personnage leur semblait mauvais, ils le détruisaient. Simon m'explique que ces bas-reliefs continuent sur près d'1 kilomètre. C'est donc la plus longue sculpture du monde. Il s'agit d'un site unique et incroyable, mais dont la survie est menacée. La pluie commence et s'arrête en un clin d'œil dans le coin. Simon m'emmène sur le site où il travaille actuellement. Il me montre les efforts qu'il faut encore et toujours déployer pour sauver cette civilisation de la disparition. Je voulais vous montrer ce qui se passe pour les gravures lorsqu'on arrive trop tard. Elle a disparu? Ouais. Et une fois disparue, il ne reste plus que la pierre. Tout ce qu'on peut étudier, c'est la géologie, alors que là, on peut étudier l'histoire. Simon m'explique que les ravages du temps ont endommagé ces gravures. Par endroits, elles se détachent même de leur support. Comment fait-on pour empêcher que cela arrive quand on se trouve dans un environnement aussi pluvieux et humide que celui-ci? En fait, la saison des pluies alterne avec un temps très chaud et très sec. Il faut faire de nombreuses recherches, essayer de comprendre les causes du problème pour pouvoir le résoudre correctement. Mais étant donné que vous travaillez sur le plus grand monument religieux du monde, votre travail prendra-t-il fin un jour? Non, aucune chance. Nous devons entraîner des gens du coin pour qu'ils puissent entretenir le monument eux-mêmes. C'est leur héritage, c'est à eux de s'en occuper. C'est le genre d'endroit qu'on ne se lasse pas d'explorer. Tant mieux, car je n'ai pas encore percé le mystère qui l'entoure. Comment un peuple a-t-il pu bâtir au cœur de la jungle un des plus beaux monuments du monde? Il y a très peu d'endroits au monde qui émerveillent autant que ce joyau national du Cambodge, Angkor Wat. Mais plus je découvre ce lieu, plus son mystère s'épaissit. L'ancienne civilisation khmer a non seulement bâti l'un des plus grands bâtiments de pierre au monde, mais elle l'a fait sans utiliser de mortier. Comment un tel exploit a-t-il été possible? Pour le découvrir, je dois parcourir 30 km au nord-est d'Angkor Wat. Il y a là un lieu si important pour les Cambodgiens qu'ils le considèrent comme sacré. La plupart des temples d'Angkor ont été bâtis en utilisant du grès. De tels blocs de roche comme celui-ci sont tout ce qu'il reste de l'ancienne carrière qui se trouvait ici, au pied des montagnes de Phnom Kulen. Les pierres sacrées des montagnes de Phnom Kulen furent non seulement utilisées pour la construction du temple d'Angkor Wat, mais également pour des centaines d'autres temples khmers à travers le nord du Cambodge. Arracher tous ces blocs de pierre à la montagne, les déplacer un à un et ensuite construire quantité de temples, cela a dû mobiliser une main-d'œuvre d'une ampleur incroyable. Comment ont-ils fait? Pendant des siècles, les égyptologues se sont posé la même question. Mais dans le cas des Khmers, on a peut-être trouvé la clé qui permet de dévoiler une large part du mystère. Le site archéologique d'Angkor comporte environ 70 ruines sur une surface de 200 km². Simon Varak me dit que l'un des temples renferme une gravure qui pourrait s'avérer cruciale.
Cette gravure nous donne un indice sur la façon dont le temple a été bâti. Vous voyez ces hommes ici? Oui. Il y a là une poutre avec un levier qui soutient un bloc de pierre et les hommes poussent le bloc d'avant en arrière en le faisant frotter au bloc du dessous. C'est fascinant. L'indice est là, sous nos yeux. Vous pensez qu'il serait possible de construire ce mécanisme pour tester la méthode? Pourquoi pas? On peut essayer. Afin de tenter de comprendre comment les Khmers réussirent à assembler leurs pierres de façon aussi parfaite, nous allons essayer de construire à l'identique le mécanisme découvert sur les gravures du temple. Bonjour Simon, tout est là je crois. Tout est là. Nous allons travailler d'après un croquis fait à partir du bas-relief vu précédemment. On a les poutres. En guise de laboratoire, nous allons utiliser l'atelier d'un tailleur de pierre local où de nos jours, des artisans reproduisent des gravures du temple. Les Cambodgiens qui travaillent ici n'ont jamais fait quelque chose de la sorte, mais intrigués, ils sont prêts à nous aider. En fait, il s'agit d'une sorte de grue. En effet. Un système qui nous permet de soulever un poids important sans trop d'efforts. Ouais. Ça va surtout nous permettre de soulever le bloc de pierre afin de le faire frotter d'avant en arrière contre le bloc au sol. Ah, je vois. Sans plus attendre, nous nous mettons à la construction du support. Mais par une chaleur tropicale de 35 degrés Celsius, les choses sont toujours plus difficiles. Qu'est-ce qu'il dit? L'étranger est un peu lent, il a besoin d'aide. Comment on dit l'étranger à chaud? Parankraola. Pardon, Carola. Je laisse faire le pro. Grâce à mes nouveaux amis cambodgiens qui me donnent un coup de main, nous installons ainsi le support puis la poutre. Notre projet commence à prendre forme. Ouais! Il nous faut attacher solidement l'ensemble car il va devoir supporter un poids important. C'est bon! Ça supporte au moins 90 kilos. Comment on déplace la pierre? Nous sommes prêts à mettre la première pierre en place. Une fois la pierre de dessous en position, on attache le levier. Parfait! La potence est prête, shérif. Oui, la potence est prête. Afin de pouvoir soulever plus facilement la pierre du dessus, on y perce des trous dans lesquels on glisse des rondins de bois. D'après Simon, les Angkoriens ont dû procéder exactement de la même manière. Les rondins latéraux permettront de soulever la pierre, ceux du dessus de la faire glisser. Je vois. Grâce à ce système, il est inutile pour soulever la pierre de glisser une corde en dessous. Parce que si on avait une corde, on ne pourrait pas frotter les deux blocs de pierre correctement. Dans toutes les civilisations du monde, on a toujours trouvé un moyen pour soulever une pierre sans avoir à glisser une corde en dessous. Car si on pose une pierre de 10 tonnes dans un édifice, c'est compliqué ensuite de retirer la corde. On vient de soulever près de 200 kilos. Le moment de vérité est arrivé. On a exécuté le plan à la lettre et notre mécanisme ressemble en tout point à celui du schéma. Allez les gars, on soulève. Voyons si ça marche. Ce n'est pas très fluide. Ça accroche dans les coins. L'idée de Simon était de créer un mouvement de frottement d'avant en arrière afin de rendre les parois de la pierre le plus lisse possible. Mais ça ne marche pas tellement. Chatri, le propriétaire de l'atelier, suggère alors une autre méthode. Ça frotte plus de cette façon. Ouais, ça a l'air de marcher. Ouais, ça marche mieux. On sent que la pierre devient plus lisse. Ouais. C'est comme une ponceuse. Après 5 minutes d'essai, nous sommes prêts à voir le résultat. On enlève la pierre? Voilà. Vous pensez qu'il y a quoi en dessous de toute cette boue? Ah, je pense que c'est lisse. Vraiment? Ah oui, la pierre est vraiment lisse. Encore 2 millions comme ça et on aura notre temple. Je suis admiratif de leur ingéniosité et je me rends compte aussi de la somme de travail que ça a dû représenter. En revenant au temple, je me suis tout à coup aperçu d'un détail qui m'avait jusque-là échappé. Maintenant, je n'arrête pas de voir ces trous partout et je réalise combien ils ont été importants dans la construction de ce lieu. C'est ce que j'aime tant ici. Chaque jour, on découvre quelque chose de nouveau. Il y a tant de choses à voir. On m'emmène admirer 2 des plus belles gravures que l'on trouve à Angkor Wat. Après le succès de notre expérience, ils pensent que je comprendrai mieux pourquoi les Angkoriens s'efforçaient tant à ce que leurs blocs de pierre s'assemblent à la perfection.
Ces pierres n'ont pas été sculptées puis assemblées comme on l'aurait fait en Europe. Je vois. Elles ont d'abord été assemblées avant d'être sculptées. Dans un sens, nous nous trouvons au beau milieu d'une immense sculpture. Exact. Je vais vous montrer quelque chose et vous comprendrez mieux. C'est magnifique. Je trouve que ce sont les plus belles gravures de tout le temps. Et on peut voir ici une très fine bordure qui délimite l'assemblage des pierres. Tout à fait. Vous voyez que cette sculpture est en fait composée de 4 blocs différents. C'est difficile de sculpter 4 blocs l'un sur l'autre? Si les blocs étaient joints par du mortier comme en Europe, on ne pourrait pas les sculpter ensemble car on riperait sur la cassure. Mais comme ici la séparation entre les blocs est très fine, c'est finalement comme plus qu'un seul et même bloc de pierre. Et le fait que la séparation soit presque imperceptible permet qu'en taillant la pierre, on ne risque pas de la casser. Je suppose, vu que tout est déjà bâti, qu'on n'a droit qu'à un seul essai. On ne devait pas être très rassuré quand on s'attaquait à une gravure comme celle-ci, car si vous brisiez ce nez, c'était fini. J'imagine d'ailleurs qu'il y aurait eu un tailleur de pierre de moins, car le roi vous aurait... Et ce n'est pas tout. Simon m'explique que chaque détail dans le temple participe en fait à une représentation cosmique plus générale. Les Khmers considéraient leurs rois comme des dieux sur Terre, et ce temple fut construit pour représenter l'univers hindou en miniature. Ces tours, par exemple, symbolisent le mont Meru, la demeure céleste des dieux. Et les douves qui l'entourent évoquent le vaste océan cosmique. Mais sur Terre, leur univers finit un jour par connaître le déclin. Qu'est-il donc arrivé? Angkor Wat est peut-être le plus beau monument religieux jamais bâti. En tout cas, c'est sûrement le plus mystérieux. La construction de ce joyau de l'Empire Khmer fut achevée en 1145, mais 2 siècles plus tard, il fut laissé à l'abandon. Le site se trouvant dans une région reculée, la jungle cambodgienne le rendant encore plus inaccessible, les temples furent cachés aux yeux du monde pendant 400 ans. On pensait qu'Angkor Wat n'était qu'une légende lorsqu'en 1860, le naturaliste français Henri Mouhot tomba dessus par hasard. Quand il rapporta la nouvelle de sa découverte à Paris, le temple d'Angkor Wat devint le sujet de conversation principal dans toute l'Europe. On ne parlait plus que de ça, l'extraordinaire découverte d'une civilisation disparue. J'imagine que lorsque Henri Mouhot a découvert les ruines d'Angkor Wat, ça devait ressembler à ça. La jungle avait repris possession du temple. Comme vous le voyez, les arbres se sont infiltrés dans la moindre fissure pour pousser et se développer à l'intérieur même de l'édifice. S'installa alors une lente et silencieuse lutte pour la domination du terrain. Mais le temps aidant, la nature reprend toujours le dessus. C'est cruel, mais ça a un côté magique. Mouhot, tout comme les autres explorateurs européens de cette époque, n'arrivait pas à croire que de si splendides temples aient pu être bâtis par les ancêtres des populations locales. Ils créditèrent cet exploit à un peuple de bâtisseurs encore inconnus. Mais ils faisaient fausse route. Pour avoir une meilleure idée de tous les exploits que le peuple khmer a pu accomplir, j'ai rendez-vous avec Damien Evans, le directeur adjoint d'une organisation appelée le GAP. Damien! Hunter, ça va? Très bien, et vous? Bien, venez, montez. GAP est l'acronyme de Greater Angkor Project, un groupe de recherche d'archéologues qui utilise des techniques de prise de vue aérienne très sophistiquées pour scruter le passé du Cambodge. Voici la première image radar d'Angkor prise par une navette spatiale de la NASA en 1994. J'imagine que ce que je vois là, c'est le site du temple. Tout à fait. Le carré qu'on voit ici au milieu, c'est Angkor Wat. Mais ce qu'on voit surtout pour la première fois, c'est que le site d'Angkor était gigantesque. Damien me montre ensuite une image récente prise en vol par un radar à synthèse d'ouverture. Ce radar a l'avantage d'avoir une longueur d'onde telle qu'il pénètre le feuillage de la forêt et nous permet donc d'observer ce qu'il est impossible de voir à l'œil nu. Cette image nous montre qu'Angkor n'était pas qu'un ensemble de temples. En fait, c'était une large zone d'habitation qui s'étendait sur plus de 1000 km². Et c'est quoi ce bassin ici? Il s'agit du Barré occidental. C'est un bassin de 8 km de long et de 2 km de large, conçu pour récupérer les eaux des rivières du Nord pendant la saison sèche pour les redistribuer dans le Sud. Cette carte révèle une autre découverte importante, l'existence d'un système d'acheminement de l'eau très avancé, caché pendant des siècles dans le paysage cambodgien. Sur cette carte, on voit encore plus en détail la sophistication du système d'acheminement de l'eau. En fait, on peut retracer tout le parcours de l'eau depuis cette région jusqu'à ce système très complexe, ici, au milieu, pour être ensuite redistribué à partir d'Angkor dans tout le sud. Ce qui est incroyable, c'est qu'en observant directement sur place, c'est impossible de voir que ce système existe. Oui, même les archéologues qui travaillent sur le terrain ont du mal à saisir l'existence d'un tel paysage. Il faut regarder le site depuis le ciel pour vraiment s'en rendre compte. Allons faire une reconnaissance aérienne.
Damian et ses collaborateurs ont récemment fait une étude approfondie du site. Elle a révélé qu'à l'époque, Angkor Wat n'était qu'une petite parcelle d'un bien plus large territoire. Elle a également révélé que le plus grand accomplissement des Khmers n'était pas leur temple, mais leur maîtrise de l'eau. Juste en dessous de nous, c'est le Baray occidental, le plus grand bassin de l'Empire Khmer. Il contient environ 50 millions de mètres cubes d'eau. C'est gigantesque. Comment l'ont-ils créé? Ils ont fait un barrage pour retenir les eaux ou bien ils ont creusé un bassin? Un peu des deux en fait. La pente devait préexister et ils s'en sont servis de barrage naturel pour retenir l'eau. Ils ont ensuite creusé le bassin en faisant des remblais de terre tout autour. C'est donc la main de l'homme qui l'a créé? Tout à fait. Comme tout ce que vous voyez ici. C'est un paysage assez plat, donc dès que vous voyez quelque chose qui sort de l'ordinaire, c'est qu'il a été fait appel à des milliers d'hommes pour remodeler le paysage. Quand on y pense, un bassin de 16 km². Et au XIIe siècle, c'est une véritable prouesse d'ingénierie, non? Oui, nulle part dans le monde à cette époque qu'on a fait preuve d'autant d'ingénierie. En tout cas, pas à une telle échelle. En nous dirigeant plus au nord, on survole d'anciennes rizières dont les délimitations ont été dessinées il y a plus de 1000 ans. Ce que l'on voit en survolant cette région, c'est un impressionnant système d'acheminement de l'eau. On ne retrouve ça nulle part ailleurs dans le monde à cette époque. Et devant moi, ça en fait partie? Oui, c'est l'affluent principal. Il trouve sa source dans les pluies recueillies dans les montagnes de Phnom Kulen, au nord. Et il achemine l'eau ici, au sud, dans la région des temples. Vous savez, les archéologues connaissent depuis longtemps l'existence des temples et les étudient depuis 100-150 ans. Mais c'est uniquement en prenant du recul et en utilisant l'imagerie radar de la NASA qu'on a réussi à déterminer avec précision les dimensions et la complexité de ce système d'acheminement de l'eau. Grâce à Damian, je réalise maintenant que le paysage renferme de nombreux indices du passé. C'est fou de voir toutes les connaissances que possédaient les anciens Angkoriens. Quand j'ai vu le temple d'Angkor Wat, j'étais époustouflé. Mais je croyais que j'avais tout vu. Maintenant que je survole la région, je réalise que cela n'était qu'une infime partie d'une plus grande civilisation qui étendait son territoire à perte de vue. C'est à couper le souffle. Le système complexe d'irrigation et de bassin couvrait près de 3000 km². Il s'étendait des montagnes de Phnom Kulen jusqu'au temple et rizières. Grâce à lui, les Khmers pouvaient avoir des récoltes tout au long de l'année. Ce système permettait ainsi de nourrir jusqu'à 1 million de personnes et apportait à ces rois prospérité et richesse. Ce survol en hélicoptère permet de mieux saisir comment ils ont pu dominer leur environnement. Et de temps à autre, il nous offre aussi d'apercevoir les ruines d'un temple recouvert par l'épais feuillage de la jungle. Combien de gens sont allés voir ce temple d'après vous? Peut-être une douzaine de personnes se sont rendues sur place. Et on en trouve un peu partout? Oui, il y en a plusieurs centaines par ici. On fait route vers le nord d'Angkor en direction des montagnes de Phnom Kulen. C'est là que la rivière de Siem Reap, qui achemine l'eau au temple, tire sa source. Vous allez voir, c'est très impressionnant. Le pilote s'approche pour nous laisser admirer la cascade avant de nous déposer en haut de la montagne. Il y a toujours des mines par ici? Oui, il y en a pas mal dans le coin. Alors je vous suis. Cet endroit étant un emplacement stratégique, il est truffé de mines. Il ne faut pas oublier que le Cambodge émerge à peine de 30 ans de guerre. Et le pays vit encore dans le souvenir douloureux des massacres perpétrés dans les années 70 par les Khmers rouges. La paix instaurée depuis peu est certes fragile, mais elle a redonné espoir aux habitants et leur a surtout permis de goûter de nouveau au bonheur. Damian m'emmène voir un lieu sacré au bord de la rivière. Incroyable! Ils ont gravé les pierres qui se trouvent dans le lit de la rivière. Oui, en fait, toute la partie immergée que vous voyez ici est gravée. Que sont ces symboles? Au centre, c'est ce qu'on appelle un lingam, un symbole phallique de fertilité masculine. Et autour, c'est un yoni, un symbole de la fertilité féminine. C'est censé donner une sorte de pouvoir symbolique à l'eau? En effet, plus l'eau monte et plus elle s'imprègne d'une sorte de fertilité symbolique. Et quand le courant l'emporte de la montagne jusqu'à Angkor, elle transmet en quelque sorte ce pouvoir de fertilité aux champs de riz. Damian m'explique que ces pierres ont sûrement été gravées pendant la saison sèche lorsque le lit de la rivière est accessible. Il y a des centaines de gravures comme celle-ci.
C'est une façon de bénir la source d'eau qui nourrit leur empire. Oui, tout à fait. Et si je plonge, touche la pierre ou bois cette eau, ça me donnera de la force et de la fertilité. J'en doute. En revanche, je suis à peu près sûr que si vous buvez cette eau, vous serez malade. Maintenant que je comprends mieux l'importance spirituelle que peut avoir l'eau ici, je voudrais retourner voir cette merveilleuse cascade. Ça, c'est une petite cascade. Les plus importantes sont un peu plus bas. Nous nous trouvons à la source de la rivière du Siem Reap. On appelle cet endroit le Gange du Cambodge, et maintenant je sais pourquoi. Comme pour le fleuve sacré de l'Inde, les gens viennent ici en pèlerinage pour se laver corps et âme. Et je les comprends, cet endroit est un paradis sur Terre. Quand on se tient en dessous de la cascade, on réalise tout à coup la puissance incroyable que concentrent ces chutes d'eau. Rien d'étonnant à ce que l'Empire Khmer tire à sa force de cette puissante source d'eau. J'adore cet endroit! Damien et moi quittons la montagne, comme nous y sommes arrivés, en hélicoptère. Plus tard, alors que je le ramène en voiture, Damien m'explique comment l'eau et le riz furent à l'origine de la réussite des Khmers. Ils auraient utilisé les canaux pour l'agriculture? Jusqu'ici, cette thèse a toujours été réfutée, mais notre travail de fouille et de relevé topographique a montré qu'il y a une véritable imbrication entre ces canaux et l'agriculture du riz à Angkor. J'imagine qu'il fallait une énorme armée pour bâtir un tel empire, et le riz était un moyen bon marché pour les nourrir. Absolument, s'ils maîtrisaient l'irrigation, ils pouvaient alors créer des réserves de nourriture et cela leur permettait d'établir leur empire. Pendant des siècles, la maîtrise de l'irrigation aurait ainsi permis aux Khmers de nourrir une population importante et de consolider par la même occasion leur pouvoir. Ils auraient ainsi bâti un empire puissant et prospère. Mais les bas-reliefs nous donnent un autre indice expliquant leur succès. Voici l'arme secrète du Cambodge. Un art martial qui, une fois maîtrisé, vous permet de terrasser votre ennemi. Cet art martial est le Bokator. Ça marche! Je suis venu dans le nord-est du Cambodge dans le but de résoudre l'une des plus grandes énigmes de l'histoire. Comment une civilisation qui a bâti un tel monument a quasiment disparu du jour au lendemain, abandonnant leur chef-d'œuvre d'architecture à la jungle pendant plus de 400 ans. La redécouverte d'Angkor Wat au XIXe siècle prouva une fois encore que l'histoire est en général écrite par ceux qui ont le pouvoir. Les inscriptions trouvées sur les temples glorifient la grandeur des rois qui les ont bâtis. Mais elles parlent très peu de la vie quotidienne du peuple khmer. Après tout, c'est l'ancien peuple khmer qui a bâti ces rizières, ces canaux, ces bassins et ces temples. C'est à eux que l'on doit le développement de cette extraordinaire civilisation. Les Cambodgiens d'aujourd'hui ont certainement hérité de l'habileté et du savoir-faire de leurs ancêtres. Alors pour en savoir plus sur les Khmers d'hier, je décide d'en savoir plus sur les Cambodgiens d'aujourd'hui et pars visiter l'ancien marché de la ville de Siem Reap. On trouve ici du poisson, des légumes, de la viande, toutes sortes de fruits. Kim Potai, qui a grandi dans cette ville, est un spécialiste de la culture cambodgienne. Ça, on le trouve sur les bas-reliefs du temple. Les mêmes? Oui, on en trouve ici depuis des milliers d'années. Il suffit de le saler et de le laisser sécher au soleil. Tai m'explique que beaucoup de choses autour de nous ont assez peu changé depuis le dernier millénaire. Et il m'en donne la preuve, gravée dans la pierre quelques kilomètres plus loin. Ceci est le deuxième plus grand temple d'Angkor, après celui d'Angkor Wat. C'est le Bayon. Comme Angkor, c'est un temple très connu. Tai me dit que le Bayon est en réalité un temple dédié à Bouddha. Il fut bâti au XIIe siècle par un roi khmer qui se convertit au bouddhisme lorsque celui-ci se répandit dans l'Asie du Sud-Est. Le Bayon est célèbre pour ses 200 visages sculptés sur 54 tours différentes, ainsi que pour ses gravures d'une exceptionnelle richesse. Ça a l'air différent d'Angkor Wat. Oui, car ces gravures racontent la vie au quotidien du peuple khmer. Elles donnent aussi le récit de ses batailles. C'est comme une fenêtre ouverte sur notre passé. Que nous racontent ces gravures? Là, il s'agit d'une scène de marché, une femme vendant du poisson. Aujourd'hui, on est allé au vieux marché, mais là, c'est encore plus ancien. Oui, c'est un marché très ancien. On dirait qu'ils font des paris. Oui, sur un combat de coq. Ici, c'est entre des Chinois et des Khmers. C'est donc un combat de coq. Oui, entre Chinois et Khmers. Et les Chinois et les Khmers font leur pari. Oui, c'est ça. Je parie sur les Khmers. Sur les Khmers? Ouais. Ces bas-reliefs ont gravé à jamais dans la pierre le mode de vie de cette civilisation. Là, vous avez une femme qui accouche.
des combats de sangliers sauvages à l'édification de leur temple. Grâce à ces milliers de bas-reliefs, on a une idée très précise de ce qu'était la vie ici au XIIe siècle. Mais a-t-on trouvé des écrits en dehors de l'Empire Khmer qui pourraient corroborer tout ça? Oui, il existe un seul document, non pas écrit par quelqu'un appartenant au peuple khmer, mais par un dénommé Chew Takwaan. C'était un diplomate important qui est arrivé ici en 1296 et a vécu 1 an dans cette ville. Il a vécu ici, relaté par écrit son expérience, et ça correspond à ce qu'on voit sur ses murs. Tout à fait. Les mémoires sur les coutumes du Cambodge, écrites au XIIIe siècle par Chew Takwaan, sont une source d'informations précieuses pour les historiens. Mais certains soupçonnent qu'il n'était pas seulement un diplomate, et qu'en réalité, c'était un espion. En tant qu'agent au service du puissant empire chinois, Chew Takwaan porta son attention sur les compétences militaires de ses hôtes, et ceci pour une bonne raison. Les gravures du temple du Bayon montrent clairement que les Khmers étaient un peuple de guerriers redoutables. Et aujourd'hui, à l'aide de ces animations en 3 dimensions créées à l'université Monash en Australie, on peut découvrir à quoi ressemblaient les techniques de combat des Khmers. On peut les voir ici guerroyer contre leurs ennemis de toujours, les Chams, originaires de ce qu'on appelle aujourd'hui le Vietnam. Derrière chaque grand empire se cache une armée redoutable. Mais les scènes gravées ici nous inclinent à penser que leur succès sur le champ de bataille avait moins à voir avec leur supériorité tactique ou leur machinerie de guerre que la férocité avec laquelle ils combattaient. Aujourd'hui encore, on peut avoir un aperçu de ce trait de caractère des Khmers. Ce genre de scène est typique ici au Cambodge. Le kickboxing, c'est le sport national. Mais nous avons découvert une technique de combat que même les fans de cet art martial ne connaissent pas. Elle date d'avant l'ère du kickboxing moderne et remonte au temps des guerriers angkoriens. Parlant de guerriers, voilà un type qu'à votre place, j'éviterais de provoquer. Le journaliste Antonio Graceffo a littéralement roulé sa bosse. Cet aventurier a parcouru le monde entier. Mais il est venu ici au Cambodge à la recherche de l'art martial le plus ancien d'Asie du Sud-Est, le Bokator. J'ai participé à des combats d'arts martiaux dans 8 pays différents d'Asie, en Europe, aux États-Unis. Et le Bokator est de loin l'art martial le plus complet et le plus intéressant que je connaisse. Mais à notre époque où l'art martial est si populaire, pourquoi n'est-il pas plus connu? Vous savez, cet art martial a manqué disparaître à 2 reprises. Une première fois à la fin de l'Empire angkorien et une seconde fois durant la période des Khmers rouges, où ils ont chassé et assassiné tous les maîtres qui l'enseignaient. Antonio m'explique que le Bokator aurait totalement disparu sans tous les sacrifices et les efforts de cet homme de 63 ans, le grand maître Sean Kim San. Comment cet art a refait surface? Le grand maître a fui le régime des Khmers rouges en se réfugiant aux États-Unis. En 2002, il est revenu ici pour enseigner cet art martial aux enfants et retrouver les maîtres qui avaient survécu. Seuls 10 d'entre eux étaient encore en vie. Vous avez eu du mal à le trouver? Ça m'a pris 18 mois. C'est long, vous n'avez pas eu envie de laisser tomber? À la recherche de la vérité, je ne recule devant rien. Évidemment. Bonjour. Bonjour. En quoi le Bokator est le plus grand art martial? J'ai besoin d'un traducteur. Il dit que le Bokator est le plus grand art martial car il comporte de nombreuses techniques. On peut frapper avec le coude, le poing, le genou, on peut tordre un membre, renverser son adversaire et même le tuer. Le grand maître a fait venir de Phnom Penh 10 de ses meilleurs élèves pour nous faire une démonstration dans un monastère bouddhiste près de Siem Reap. J'ai l'impression que c'est une technique de combat rapprochée et qu'il faut être très proche de son adversaire pour lui asséner des coups. Oui, dans le Bokator, on doit être proche de son adversaire car on se bat avec les coudes, les genoux, parfois même on se saisit de son adversaire. Quand on le maîtrise, on doit être redoutable. Oui, en effet. Après cet entraînement de groupe, le maître fait travailler ses 2 meilleurs élèves pour me montrer les différentes techniques. Il utilise son coude, c'est ça? Oui, c'est un peu sa signature, ce coup de coude très rapide. Tout est dans la rapidité d'exécution. Il vient de lui arracher la trachée. Oui, exactement. J'ai mal pour lui. Et il lui a tordu la tête. Comme dans l'Exorciste. Comme la petite fille dans le film. Ne faites pas ça chez vous. C'est clair.
Il dit qu'il veut vous montrer l'art du maniement du bâton. Essayez? D'accord, mais on y va doucement. Hein. Vous pouvez peut-être commencer par me montrer quelques attaques avec le coude. C'est un bon début. Ah oui? Vous y allez mollo, hein? D'accord, parce que vous êtes sympa. Il sort la ceinture noire. Frappez-moi. Là, je vous bloque. Je viens avec mon coude ici. Je vois. Ouais. Et là, je me lâche. Ah oui? Je n'aurai plus qu'à... Il y a de nombreuses techniques pour maîtriser son adversaire. Oui, Pour ensuite le frapper du genou ou bien du coude. oui, je vois, vous attrapez l'adversaire par ici, et après avec le... Avec le poids. Oui, avec le poids, vous le maîtrisez, il ne peut plus bouger. Et c'est douloureux. Et si je venais comme ça, et que je vous attrapais de cette façon, Ouais. comment vous vous défendriez? Un coup de tête. Ouais. Bon, ça c'est le genre de technique qui marche si j'essaie de frapper mon adversaire. Mais comment ça se passe si je vous charge comme un taureau? Ce serait comme combattre ma sœur. D'accord, essayons. Vous aimez bien votre sœur, j'espère. En observant ces combattants khmers des temps modernes faire une démonstration de Bokator, je comprends mieux pourquoi leurs ancêtres étaient aussi doués pour bâtir et défendre leur empire. Mais cela ne les a pas empêchés de voir un jour leur civilisation prendre fin. Malgré tout leur pouvoir, leur richesse et leur savoir, les Angkoriens finirent un jour par disparaître. La cité et les temples furent laissés à l'abandon et envahis par la jungle. Mais quelles sont les raisons qui ont mené les Angkoriens à leur déclin? Et devrait-on y voir un avertissement de l'histoire? Dans ma quête pour tenter de mieux comprendre le légendaire Empire Khmer, j'ai commencé par sonder les mystères de leur temple. J'ai pu saisir comment ils avaient bâti en construisant une machine permettant de polir les blocs de pierre, machine dont les plans nous ont été donnés par un bas-relief. Depuis les ères, j'ai découvert un système d'acheminement de l'eau très sophistiqué, le secret de leur prospérité. J'ai également testé le pouvoir régénérateur de leur fleuve sacré et fait l'expérience de leur redoutable art martial récemment redécouvert. Les Khmers créèrent un empire si puissant qu'ils dominaient toute l'Asie du Sud-Est. Et pourtant, au XVe siècle, leur civilisation disparut. Ils abandonnèrent leur cité et leur temple à la jungle. Comme dans toute enquête policière, la liste des suspects est longue. Au XVe siècle, les coupables pourraient être des envahisseurs, une révolte ouvrière, l'instabilité religieuse due aux croyances de chaque roi, ou bien encore des luttes intestines pour le pouvoir entre le roi et les puissantes familles khmères. Afin de découvrir la principale raison du déclin de l'Empire Khmer, j'ai à nouveau rendez-vous avec Damian Evans, directeur adjoint du GAP. J'ai quelques questions à vous poser. Je vous écoute. Je suis impressionné de voir à quel point l'Empire Khmer était développé. Mais qu'est-il arrivé? Comment a-t-il disparu? Tout d'abord, il faut être conscient qu'il est rare qu'un seul facteur soit la cause du déclin d'une civilisation. En général, c'est un ensemble de choses. Dans le cas d'Angkor, nos études ont montré que l'acheminement de l'eau a joué un rôle déterminant. Vous voulez dire que ce qui a fait leur prospérité les a aussi poussés vers leur déclin? Oui, car leur système d'acheminement de l'eau, qui au départ était assez simple, s'est développé et est devenu de plus en plus difficile à gérer. Cela a eu des conséquences néfastes sur l'agriculture du riz qui, ne l'oublions pas, était la base de leur économie. D'après Damian, il se produisit un enchaînement d'événements. La surproduction de riz amena à la déforestation qui eut pour conséquence l'érosion des sols. Cela provoqua l'accumulation de débris et de sédiments qui, transportés par les ruisseaux, vinrent boucher les canaux et les bassins, faisant alors rompre les barrages et les digues que l'homme avait construits. Cela eut pour ultime conséquence une famine sans précédent dans une cité de près d'1 million d'habitants. Accrochez-vous! Et voilà! C'est un bon moyen pour se rafraîchir. Cette eau provient de la rivière du Siem Reap. C'est vous qui avez construit cette roue à eau? Je ne sais pas exactement qui l'a construite, mais il est très probable qu'à l'époque de l'Empire Khmer, ils utilisaient ce genre de mécanisme pour acheminer l'eau vers des endroits plus élevés. N'oubliez pas que ce n'est pas un eau naturel, c'est un canal que le peuple khmer a construit. L'un des canaux qu'on a vu en hélicoptère. Oui, et celui-là, vous l'avez versé le plus important. Ce site est intéressant car il nous montre la différence entre le niveau actuel de l'eau et celui qu'elle avait dans le passé à la hauteur de la route ou écarboiture. Au fur et à mesure que l'eau reculait, ce genre de mécanisme ne pouvait plus suffire aux besoins des Khmers.
Comme vous le voyez, ce genre de système ne permet pas d'acheminer de grandes quantités d'eau, en tout cas pas suffisamment pour alimenter en permanence les rizières ou les douves des temples comme celle d'Angkor Wat. Donc, ce qu'on observe ici, ce sont des changements drastiques dans la structure du canal. Oui, ce que vous avez ici, c'est un bon exemple d'une rivière dont le cours d'eau a baissé. Et si en plus de ça, les rizières et les bassins que vous devez alimenter se trouvent bien plus haut que le niveau de la rivière, vous allez finir par avoir des problèmes. Si vous voulez, je peux vous montrer un exemple encore plus flagrant, juste un petit peu plus loin. D'accord. Damien me propose de partir en bateau pour me montrer une preuve concrète de ce qui a mené l'Empire Khmer à sa ruine. C'est dingue de penser que tous ces canaux sont l'œuvre de l'homme. Oui, c'est assez difficile à imaginer quand on navigue sur la rivière. Mais une fois dans les airs, on peut réellement voir que ces canaux sont disposés d'une façon si particulière, dans un but si précis, qu'il ne peut s'agir de cours d'eau naturels. La pente de cette colline représente la différence de niveau entre la rivière telle qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle était dans le passé. C'est quoi ici? En fait, ceci était un pont. Vous voyez les arches ici. Il s'agissait d'un pont qui enjambait le canal qui se trouve un peu plus bas? Tout à fait. Il y a 1000 ans, l'eau passait par ici, traversait ces arches et continuait de l'autre côté. On se trouve donc sur l'emplacement originel du canal. Oui, c'est ça. Au fil des années, le niveau de l'eau n'a cessé de diminuer jusqu'au point où il a fini par contourner ce pont, qui du même coup ne sert plus à rien. C'est un changement drastique. Et ça s'est produit à travers tout l'Empire? Oui, ce qui se passe, c'est que lorsque les cours d'eau deviennent imprévisibles, comme lorsqu'il y a des inondations, qu'il y a une baisse de niveau d'eau ou que les rivières sortent de leur lit, on commence à avoir de sérieux problèmes. Peut-on en conclure que les Khmers ont été dépassés par leurs propres avancées techniques? Je crois que nos récentes découvertes au cours des fouilles et des observations aériennes appuient en effet une telle conclusion. Je crois que c'est ce qui s'est passé ici à l'époque de l'Empire Khmer. L'approvisionnement en eau ne subvenant plus à leurs besoins, les Khmers devinrent vulnérables aux attaques. Les Siamois, leurs ennemis venus du nord, lancèrent une offensive victorieuse contre Angkor en l'an 1431. Un an plus tard, toute la cour du roi et le peuple khmer abandonnèrent le site. Ils se réfugièrent dans le sud du Cambodge, dans l'actuelle capitale, Phnom Penh. Pendant 600 glorieuses années, la construction et la décoration des temples ne cessa de se développer. Mais l'abandon soudain du site au milieu du XVe siècle mit fin à l'un des plus prodigieux chantiers jamais entrepris. Néanmoins, contrairement à d'autres civilisations disparues au cœur de la jungle, le plus grand temple des Khmers, Angkor Wat, survécut. Cela fut possible grâce à l'aide inattendue d'un petit groupe de gens. En réalité, ce site ne fut jamais totalement laissé à l'abandon. Une fois le bouddhisme adopté comme religion d'État, ce monument devint un lieu de pèlerinage. Après le départ du dernier roi Khmer, les moines bouddhistes restèrent ici et préservèrent avec dévotion le lieu pour qu'il ne soit pas englouti par la jungle alentour. Et c'est grâce à leurs 400 ans d'efforts continus qu'Angkor Wat est toujours debout aujourd'hui. Pour beaucoup, Angkor Wat se limite au seul récit d'aventure de cet explorateur découvrant au XIXe siècle une civilisation disparue. Mais je suis venu ici pour percer des mystères bien plus anciens, pour découvrir la véritable histoire de cet incroyable empire, de son épanouissement à sa chute. Aujourd'hui, le Cambodge est si fier de son héritage qu'il est le seul pays au monde à orner son drapeau national de l'image d'une ruine. Angkor Wat, parfait symbole de la grandeur et du mystère.